Plus de 50 milliards de francs pour la lutte contre l'exclusion. Martine Aubry a présenté son plan, prenant la réinsertion plutôt que l'assistance. Au Salon de l'Agriculture à Paris, le choc de la tradition et de la science avec l'arrivée des produits transgéniques qui font peur à certains. Bernadette Chirac en campagne, la candidate la plus célèbre de France, brigue un 4e mandat de conseiller général du canton de la Corrèze. La voiture propre, c'est l'objectif de tous les constructeurs automobiles. Pour y parvenir, il faut encore réduire la consommation des moteurs. 1 litre au 100, ce n'est plus de l'utopie. Enquête dans ce journal. Un reportage à ne pas manquer ce soir, le Tour cycliste du Burkina Faso, en plein cœur de l'Afrique. Des champions venus de tout le continent s'affrontent pour la gloire, loin des fastes du Tour de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 3 millions de Français concernés directement, plus de 6 millions si l'on tient compte de leur famille et de leur entourage. L'exclusion et la précarité ont pris une telle importance dans notre pays qu'il est nécessaire d'agir globalement. Le plan présenté ce matin au Conseil des ministres par Martine Aubry veut se donner les moyens d'y porter remède sur le terrain de l'emploi, du logement, de la santé. Ce programme a un coût, plus de 50 milliards de francs au total. Il comporte des redéploiements de crédits et 38 milliards à la charge de l'État. Laurent Bailly. Premier volet, l'insertion par l'emploi. Dans les ANPE et les missions locales, où 900 agents seront recrutés, les chômeurs en grande difficulté auront des sortes de tuteurs qui les suivront personnellement. Pendant 18 mois, on leur proposera des stages et des contrats emploi solidarité. Autre point fort, il sera désormais possible de cumuler intégralement les minima sociaux avec des revenus d'activité pendant 3 mois, puis de manière dégressive sur 9 mois, pour encourager la recherche active d'un emploi. Second volet, le logement. Les expulsions seront interdites tant que le relogement ne sera pas assuré. Interdites aussi les coupures d'eau et d'énergie pour les cas les plus difficiles. En Ile-de-France, les appartements vides depuis plus de 2 ans seront taxés de 10 à 15% de leur valeur locative. Et puis il y a le droit à la santé. Martine Aubry a officialisé la création à l'automne d'une couverture maladie universelle avec la prise en charge totale des frais médicaux pour les plus démunis. Tout cela a un coût, 50 milliards de francs sur 3 ans, dont 38 milliards à la charge de l'État. Mais sur cette somme, 16 milliards ont déjà été financés, notamment avec le plan emploi jeune. Reste donc à trouver 22 milliards. Et surtout à mobiliser les énergies. Pour le gouvernement, il s'agit d'un véritable pacte national. Au lendemain des élections, comme nous avons commencé avant, nous repartirons dans la discussion avec les conseils régionaux et les conseils généraux. Nous ferons en sorte aussi dans chaque département, dans chaque bassin d'emploi, qu'autour de la table, nous trouvions non seulement le service public de l'emploi et les élus, mais aussi les associations, les entreprises, qui peuvent chacune, à leur place, apporter une solution à tel jeune ou à tel adulte en difficulté. La loi sur l'exclusion sera débattue au Parlement l'été prochain. Voilà donc pour les grandes lignes. Si l'on entre dans les détails des mesures préconisées, il y a d'abord l'emploi. Le gouvernement veut transformer peu à peu la politique d'assistance et redonner un sens au mot insertion. Il s'agit de personnaliser l'aide aux jeunes et aux adultes à la recherche d'un travail et de rendre cette recherche plus efficace. À l'exemple de cette boutique de l'emploi installée à Argenteuil, en région parisienne. Reportage de Sébastien Vibert, Frédéric Pasquet. Il y a 60% des emplois qui se retrouvent sur le marché à l'heure actuelle passent par des relations. Travaux pratiques pour la recherche d'un travail. Ces chômeurs suivent des cours un peu particuliers dans la boutique de l'emploi, gérée par une association. Tu as fait donc des magasins du centre commercial, voilà. Tu as laissé des CV et des lettres de motivation. Une photo. 3 semaines déjà qu'ils suivent ici en groupe une formation intensive. Tout est systématiquement noté, coup de téléphone, CV, rendez-vous. 2 conseillers prodiguent réconfort et méthode. La formation, les timbres de téléphone, tout est gratuit. Ici, on nous motive quand même. On est obligé de se lever le matin, ce qui est déjà très agréable. Que quand on est à la recherche d'un emploi, on se dit oh bon bah demain, oh, je vais me lever, pourquoi faire? Donc ici, on sait qu'on se lève, on sait qu'on est entouré, que si on a un problème, on en parle entre nous et ça encourage. Danielle est ce qu'on appelle une chômeuse de longue durée, 2 ans sans travail, sans le moindre rendez-vous d'embauche. La semaine passée, elle a décroché enfin un entretien. Avant d'y aller, le conseiller de la boutique emploi lui donne les dernières recommandations. Alors c'est une serrurerie. Oui. Donc déjà, un grand sourire en entrant, très décontracté, lui faire effectivement miroiter tous les avantages financiers qu'il peut avoir
comment dirais-je, en t'embauchant. Oui, le CIE, il faut que je me rappelle de ce nom-là. Voilà. Un chercheur d'emploi, qu'est-ce qu'il fait? Il a des compétences, des qualités, une formation et surtout une motivation à vendre. Donc à partir de là, une fois qu'il a travaillé là-dessus, il va être complètement en confiance. 75% des chômeurs qui ont suivi cette formation ont retrouvé du travail. À l'heure de son rendez-vous, Daniel pense à ce résultat, forcément. Bonjour madame. Madame Le Sieur. Oui, vous avez appelé la semaine dernière? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ici. Ils m'ont fait une petite croix. Une exonération de charges patronales, de sécurité sociale. Alors comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Le monsieur va étudier surtout au niveau des charges sociales, parce qu'évidemment, ça c'est un problème, je conçois très bien pour une petite boutique comme ça. Et de là, il va me tenir au courant. Mais demain, Daniel retournera quand même à la boutique de l'emploi pour continuer à chercher. Toujours dans le domaine de l'emploi, autre décision d'importance, la possibilité de cumuler pendant une période limitée l'allocation touchée par un chômeur et les premiers salaires d'un nouvel emploi. La philosophie de cette mesure est de rendre plus attractive la recherche d'un travail qui, parfois jusqu'à présent, n'avait qu'un intérêt financier limité, voire démotivant. Arnaud Boutet, Frédéric Bonnet. Il y a quelques années, il dormait dehors, au milieu des papiers gras. Aujourd'hui, il les trie. Jean-Luc a 32 ans, travaille dans cette déchetterie et prétend retrouver goût à la vie. À force d'apprendre à connaître un peu le monde du travail, du chômage, de la NPE et tout ça, je me suis dit, je ne vais pas regarder que dans ma spécialité, quoi. Je vais voir si je peux faire autre chose et puis bon, je suis là maintenant, quoi. Et il entend bien y rester. Conscient que la chance sourit aux audacieux, alors il accélère les cadences. Aujourd'hui, Jean-Luc est logé à l'usine par son employeur et se voit même chargé de la sécurité. Je leur ai montré en moi-même, je veux dire, il faut que je leur montre de quoi je suis capable quand même, qu'ils oublient mon côté rémiste, qu'ils voient de quoi je suis capable de faire avec mes mains, quoi. Et ça a marché? Et ça a marché, ouais. Voilà. Mais pendant les 8 premiers mois, Jean-Luc touchait 2000 francs, c'est-à-dire moins que son RMI. Beaucoup pourraient hésiter et renoncer, lui a préféré travailler. Aujourd'hui, il gagne le SMIC et ne regrette rien. Ah bah si, c'est bon. Je passais des journées entières chez moi, quoi. À écrire, à faire des lettres de motivation, à réfléchir surtout. Jean-Luc n'est plus un exclu. Il a des projets tout simples comme suivre une formation pour peut-être un jour devenir jardinier, son rêve d'enfant. Dans le secteur du logement maintenant, je vous rappelle les grandes lignes du projet. Les propriétaires de logements inoccupés depuis au moins 2 ans, au 1er janvier 1999, vont être taxés. D'autres appartements et logements réquisitionnés. La dotation du fonds de solidarité va être augmentée et dans certains cas extrêmes, les coupures d'eau, d'électricité ou de téléphone empêchées. Les problèmes de logement sont malheureusement de plus en plus souvent synonymes de surendettement des familles. À cet égard, l'initiative prise par une coopérative HLM du Pas-de-Calais est à remarquer. Cette coopérative s'engage à reprendre au prix d'achat les appartements ou maisons lorsque leurs propriétaires se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites. Benoît Mousset, Jean-Louis Bousset, reportage. Avoir une maison à soi, un rêve de plus en plus difficile pour des familles de plus en plus surendettées. Pourtant, grâce à une initiative pilote, Caroline, son mari et leurs 2 enfants sont depuis 6 mois chez eux. Il y a 1 an, jamais ils n'auraient imaginé devenir propriétaires. Précarité de leur emploi et revenus modestes, 15 000 francs pour 2 salaires, avaient rendu l'achat immobilier trop périlleux. Pour 590 000 francs, le rêve est devenu réalité. Ça nous permet effectivement d'être propriétaires, donc avec des prix attractifs, et le rêve aussi pour les enfants, avoir leur chambre, leur maison, et puis le fait de profiter aussi, rembourser la maison mais tout en profitant de la vie. Originalité de l'expérience, la coopérative de HLM Copartois prête l'argent à des taux très faibles et s'engage en cas de difficulté financière à racheter le logement à son prix d'origine ou à reloger la famille dans son parc locatif. Une accession à la propriété sans risque. Sécurité d'abord sur le produit, par des coûts maîtrisés, sécurité par un relogement éventuel en cas de difficulté, chômage, maladie, divorce, mobilité géographique due à l'emploi. Des garanties dont bénéficie également cette autre famille aux revenus encore plus modestes. L'idée d'accéder à la propriété l'ont depuis longtemps, la possibilité, la reconnaissance sociale depuis peu. Personnellement, j'ai du mal à réaliser que c'est vraiment à moi. Tous les matins quand je me lève, je suis contente de savoir que j'ai ma maison. L'expérience d'Arras permet aujourd'hui à 14 familles d'éviter les drames liés au surendettement.
L'accession sécurisée n'est pas encore généralisée, mais elle pourrait bien inspirer le gouvernement qui s'apprête à réformer le prêt à taux zéro, dont bénéficient plus de 100 000 personnes par an. Dernier volet, ce plan prévoit également d'ici à la fin de l'année une loi instituant une couverture maladie universelle pour permettre l'accès aux soins à plus de 200 000 personnes qui ne bénéficient plus aujourd'hui d'aucune forme d'assistance sociale. À l'issue de ce Conseil des ministres, le Premier ministre Lionel Jospin a indiqué qu'il avait voulu que le plan contre l'exclusion présenté par son gouvernement aille plus loin que celui qui avait été préparé par son prédécesseur Alain Juppé. Le président de la République rappelant de son côté qu'il avait fait de la lutte contre l'exclusion une priorité de son septennat, s'imposant au-dessus de tout clivage politique. À l'occasion du Salon de l'agriculture, nous avons déjà évoqué la volonté des agriculteurs français de promouvoir la qualité, l'authenticité de leurs produits. Cette volonté, on la retrouve chez ce groupement d'éleveurs du département de l'Hérault qui, après la crise de la vache folle et les méfiances qu'elle a engendrées chez les consommateurs, ont décidé de se passer de tout intermédiaire. Ils ont ouvert une boucherie dans la ville de Pézenas et ils offrent un produit dont la clientèle peut être sûre à tout point de vue. Reportage Karine Comazzi, Pascal Pense. Du producteur au consommateur. C'est avec cette recette simple que la boucherie des éleveurs de Pézenas ne désemplit pas 2 mois après son ouverture. C'est la première fois que je viens. Vous avez la chance aujourd'hui, parce que samedi dernier, les autres samedis que vous venez, il y avait la queue même dans la rue. Impossible de se faire servir, nous on est resté 1h30. Vos rosés élevés sous la mer, bœuf nourri au fourrage, le tout du pré à l'étal, sans escale chez le grossiste. L'étiquette s'en ressent, ici la qualité terroir se paie au prix supermarché. À quelques kilomètres de là, les éleveurs n'en reviennent pas. En 2 mois d'existence, les ventes de la boucherie ont doublé. Durement frappés par la crise de la vache folle, ce commerce en direct était leur dernière chance. Les cours étaient vraiment bas. En boucherie, les prix n'avaient pas bougé. Donc, quelqu'un se remplissait les poches, quoi, si on peut dire. Pas nous, non, absolument pas. Donc, on s'est décidé à ouvrir notre propre boucherie. Ça fait rincer les dents parce que, d'abord, les bouchers ne croyaient pas capables que des éleveurs. Les éleveurs, c'est bon pour avoir les pieds dans la merde et faire venir des veaux. Et c'est tout. Ils ne croyaient pas qu'on serait capable de monter notre boucherie et de vendre nos produits nous-mêmes. Vous êtes fiers? Très. Pour se passer d'intermédiaire entre l'étable et la boucherie, nos 8 éleveurs ont dû s'organiser. Apprendre à choisir les bêtes, les transporter à l'abattoir, une surcharge de travail, mais au final, eux seuls en retirent les profits, au grand dépit des grossistes. Et c'est bien qu'ils aient commencé, c'est bien, le soleil est levé pour tout le monde, et de toute façon, bon, ils verront vraiment aussi la difficulté qu'ont les bouchers détaillants à servir la clientèle convenablement. Sur le plan de cette ouverture, il n'y a absolument rien à faire. Réunion de crise à Pézenas. Si une boucherie d'éleveurs ne suffit pas à menacer les gros intermédiaires, les bouchers, quant à eux, s'inquiètent déjà des conséquences de la vente en direct et refusent de payer parce qu'une poignée d'éleveurs renoue avec la prospérité. Au Salon de l'agriculture à Paris, il n'y a pas que le folklore. Demain aura même lieu une grande première scientifique, la présentation de Marguerite, une génisse issue du clonage réalisé dans les laboratoires de l'INRA, clonage effectué à partir d'une cellule musculaire d'un fœtus de 60 jours. Nous en parlerons demain soir. Parmi les autres innovations scientifiques présentées au Salon, les fameux produits transgéniques ou organismes génétiquement transformés, très controversé. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui dans les allées du Salon à l'occasion d'une visite de parlementaires écologistes. Jean-Yves Perrin, Jean-Marc Sursin. Quand 3 députés verts viennent au Salon de l'agriculture, ils ont un peu de mal à trouver le seul stand, il est vrai très discret, où l'on montre un plant de maïs génétiquement modifié. On a greffé dans cette variété tout juste autorisée un gène qui lui permet de se défendre toute seule contre son principal parasite, la pyrale. Et pour en vanter les mérites, tout est bon. Je teste, bande dessinée et plaquettes d'informations qui font pester nos députés. On ne parle pas d'argent dans ces affaires-là, mais c'est pourtant le nœud du problème. Et je trouve ça quand même grave que ce soit des grandes firmes commerciales qui ont pour unique intérêt de proposer ces produits sur le marché. C'est écrit. Encore faut-il que les maïs produits à partir de ces semences ne soient pas écartés du marché. Voilà l'enjeu essentiel. Donc pour faire ça, on propose à des enfants des questions qui apparemment sont de l'ordre des sciences naturelles, hein, et qui en fait ne le sont pas du tout.
Pour les semenciers, les agrochimistes, les agriculteurs, un argument s'impose. En réduisant l'épandage de pesticides, les transgéniques préservent l'environnement. Le tout, selon eux, sans prendre de risques avec l'avenir. Une fois que les plantes génétiquement modifiées seront sur le marché, elles vont faire l'objet de suivi à travers des observatoires, à travers des systèmes de biovigilance dont on ne connaît pas encore tout à fait en détail les modalités, mais qu'il y aura un suivi régulier et qu'à tout moment, s'il s'avère qu'une variété pose un problème, elle pourra être retirée du marché éventuellement. Pourtant, sur un petit stand sans grands moyens, un syndicat paysan part en campagne. À partir du moment où les chercheurs entre eux ne sont pas d'accord sur le fond et sur la forme, eh bien nous disons le principe de précaution prévaut. Parce que nous avons eu la vache folle et nous n'avons pas envie demain de voir la plante folle. Un discours semble-t-il entendu par les consommateurs. Dans un récent sondage, Sofres, il refuse à 69% la production en France d'aliments transgéniques. Paradoxe, ce sondage a été commandé par les industriels de la protection des plantes. Nouvelle série d'interpellations ce matin en Corse par les policiers chargés de l'enquête sur la mort du prophète Claude Érignac. Les personnes interpellées travaillent au journal nationaliste corse Ouri Bambou. Vaste coup de filet de la police ce matin à l'aube en région parisienne dans le cadre d'une enquête sur une série de braquages de véhicules de transport de fonds. Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Reportage Pascal Doucet-Bon, Pascal Caro. L'heure légale, pas une minute de plus. L'homme qui est à terre est soupçonné de braquage. 2 personnes de sa famille sont interpellées avec lui. C'est en fait tout un réseau que les policiers pensent avoir démantelé ce matin. Une vingtaine de personnes interpellées, leur logement minutieusement fouillé. Le tout après plusieurs jours de filature. Une partie de la bande est soupçonnée de plusieurs attaques de fourgons de transport de fonds en Seine-et-Marne, dans l'Essonne et surtout à Villepinte. Le 3 juillet dernier, des malfaiteurs armés de lance-roquettes volent 2,5 millions de francs à des convoyeurs de la société Ardial et tirent sur des policiers arrivés en renfort. 32 attaques de ce genre en 97, un record. Les malfaiteurs sont souvent pris, mais trop tard. 1% seulement des sommes volées l'an dernier a été retrouvé. Ce matin, les perquisitions ont duré 2 heures. La brigade de répression du banditisme et la police judiciaire de Versailles pensent tenir non seulement les braqueurs, mais aussi leurs blanchisseurs d'argent. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Un incendie a partiellement détruit les studios Pathé Cinéma à Paris, dans le 18e arrondissement. Incendie d'origine vraisemblablement accidentelle. Les locaux étaient en réfection. C'est la toiture qui a été détruite. Ouverture aujourd'hui devant les assises de Versailles du procès du jeune Alexis, ce jeune russe qui, il y a 3 ans, avait tué 6 personnes de sa famille, dont ses parents. Le procès a lieu à huis clos, le garçon étant mineur à l'époque des faits. Au départ, l'affaire était simple. Le jeune homme avait avoué et puis il s'est rétracté, se défaussant sur des tueurs de la mafia russe avec laquelle son père, un riche homme d'affaires, aurait été en relation. Reportage Thierry Curtet, Luc Bachofen. Tout ce que l'on saura de ce procès, ce sera son verdict. Salle gardée, entrée interdite, les audiences sont à huis clos. C'est la règle, imposée par la loi. L'avocat d'Alexis estime que cette mesure est plutôt défavorable à la défense. Malheureusement, personne ne pourra voir exactement ce qui se passe. Et je regrette beaucoup, moi personnellement, qu'une mesure qui est une mesure de protection des mineurs, dans une affaire comme celle-là où tout le monde est informé, ne permette pas qu'on voit comment la justice se déroule, mais voilà. Ce que redoute Maître Leclerc, ce sont les évidences du dossier. Alexis a avoué les 6 meurtres de Louvciennes dès le lendemain. Il a voulu, explique-t-il, se libérer d'un père violent et alcoolique. Mais 6 mois plus tard, tout bascule. Alexis explique qu'en fait, c'est un homme en noir, parlant russe, qui l'a obligé, un pistolet braqué sur la tempe, à exécuter son père et les témoins présents dans la maison. Son père, Evgeny P., un ancien apparatchik du système soviétique qui a bâti en peu de temps une fortune douteuse. Sa mort arrange visiblement beaucoup de monde, les yeux se braquent vers la mafia russe. Alexis n'est pas à sa place dans ce tribunal, dans ce procès. L'enquête de police n'a pas été bien faite. La police, elle n'est pas allée là où elle aurait dû aller. Raïssa ne veut pas croire à la culpabilité de son fils parce qu'elle connaît la suite de l'histoire. Lorsqu'entre en scène Dimitri, le frère d'Evgeny. Dimitri, qui a repris le business de son frère.
Mais en décembre 1996, c'est lui qui est assassiné en Biélorussie. Pour la justice russe, c'est évident, les deux affaires sont liées, mais elles n'en apportent pas la preuve. La justice française, elle, renvoie Alexis devant la cour d'assises. Dans un box presque trop grand pour lui, Alexis est apparu comme un tout jeune homme, presque encore un adolescent. Il se mord les lèvres, il se tord les mains, il est stressé. Aujourd'hui, il est seul dans le box pour répondre de 6 meurtres. Au procès de Maurice Papon à Bordeaux, le procureur allemand qui devait témoigner s'est de nouveau désisté, cette fois-ci en raison d'un accident survenu à son fils. En revanche, Jean-Pierre Bloch, le dernier membre vivant du jury d'honneur qui avait blanchi l'ancien ministre en 1981, est venu à la barre dire que selon lui, Maurice Papon n'était pas un résistant. Dominique Verdeillan, Pierre Moscovici. Jean-Pierre Bloch, 93 ans, ne compte plus ses décorations. Légion d'honneur, croix de guerre, médaille de la résistance. Ancien responsable des services généraux à Londres, il avait accès à la liste des sympathisants de la France libre. Le nom de Maurice Papon n'y était pas, insistera-t-il plusieurs fois à l'audience. Ajoutant avec une pointe d'ironie, Papon est un résistant bien clandestin. Je savais qui était résistant et qui ne l'était pas. Or, au BCRA de Londres, le nom de M. Papon ne figurait pas parmi les préfets sur lesquels on pouvait compter au moment de la libération. En 81, un jury d'honneur avait donné acte à Maurice Papon de son appartenance à la résistance, tout en précisant qu'il aurait dû démissionner dès 42. 17 ans plus tard, Pierre Bloch, dernier survivant de ce jury, fait donc part de sa dissidence. Nous étions 2 contre 3, précise-t-il à la cour. Étonnement du côté de la défense. Le 80-98, on oublie parfois ce qu'on a pensé pour se souvenir surtout de ce qu'on voudrait aujourd'hui qu'il soit. Après une telle charge, on s'attendait à une sortie enflammée de Maurice Papon, mais déstabilisé, l'accusé se contente de quelques mises au point. Résultat, à la veille de la fin des débats, un seul témoin, Jean-Pierre Bloch, a réussi à remettre en question le chant des résistants que la cour d'assises a entendu durant 15 jours. Le salon de l'automobile à Genève, une préoccupation pour tous les constructeurs, le moteur propre. Tous espèrent y parvenir, en partie bien sûr par le biais de l'amélioration de la qualité des carburants, mais surtout grâce à la réduction de la consommation des moteurs. Reportage Luc Bazizin, Claude Barnier. Surprise, l'environnement et sa protection trônent en vedette chez les constructeurs automobiles. Citroën présente l'une des plus grandes innovations. Quand le conducteur tourne la clé, un petit moteur électrique remplace le démarreur et entraîne le moteur à essence de la voiture immédiatement au bon régime. Un moteur qui tourne au ralenti pollue inutilement. Alors, si le véhicule reste à l'arrêt plus de 2 secondes, la mécanique est stoppée. Au redémarrage, il suffit de quitter le point mort pour que la mise en route soit instantanée. La baisse de pollution est à peu près de 15 à 20% selon les conditions de roulage dans lesquelles vous vous trouvez, selon que c'est un cycle urbain ou en dehors des villes. La loi suisse a déjà imposé d'arrêter le moteur au feu rouge par le biais d'une loi votée au début des années 80 pour lutter contre la pollution. Jugée trop contraignante par les uns, peu efficace par les autres, l'obligation est devenue une recommandation il y a 3 ans. Une recommandation qui n'est plus vraiment observée ici en Suisse au feu rouge, mais plutôt à l'approche des passages à niveau ou des travaux sur la chaussée. Nous sommes ici près de ce carrefour au centre de Genève depuis à peu près une demi-heure et nous n'avons encore constaté aucune voiture éteignant son moteur à l'arrêt. En fait, pour compenser le surcroît de gaz dégagé lors du démarrage, il faut que l'arrêt dure au moins 2 minutes. Alors, pour lutter de façon radicale contre tout rejet, chaque constructeur s'efforce d'approcher la pollution zéro. General Motors présente 4 solutions. Ce véhicule tout électrique déjà vendu en Californie et dans l'Arizona avec une autonomie de 200 km mais des batteries très encombrantes. Un moteur hybride avec un diesel classique qui alimente des batteries par l'intermédiaire d'une génératrice. Un autre au gaz naturel comprimé qui pourrait prendre la place du GPL en cas de pénurie. Et enfin, la pile à combustible qui utilise l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité. On pourra voir ces voitures arriver sur le marché dès 2001 pour les unes, 2002 pour les autres. Et notre principal objectif pour le moment est de produire la voiture à pile à combustible dès 2004 et en série. La grande mode est de mettre au point des véhicules à injection directe comme prochainement Peugeot pour le diesel ou Renault pour l'essence. Dans ces 2 cas, l'économie de carburant est proche de 20%, ce qui réduit d'autant la pollution. En fait, les constructeurs veulent consommer moins, mais aussi consommer mieux. On discute beaucoup avec les pétroliers pour améliorer la qualité des carburants, réduire les teneurs en soufre par exemple, qui sont très mauvais amis avec les catalyseurs que nous utilisons. Et puis deuxièmement, utiliser des nouveaux carburants. Le GPL par exemple est une solution très intéressante car très peu polluante.
Le GPL qui permettra d'ailleurs la gratuité de la vignette dans 2 départements, la Seine-Maritime et les Charentes-Maritimes. Pour le moment, seul Toyota commercialise une voiture très peu consommante, seulement 3,5 litres au 100 km en moyenne. La Prius, un véhicule hybride, électrique et thermique, vendu 20% plus cher et uniquement au Japon. D'ici 2 à 3 ans, ces différentes motorisations propres devraient commencer à fleurir en Europe. À moins de 15 jours maintenant des élections régionales, un sondage très favorable au président de la République et à son Premier ministre. Selon Ipsos, pour le magazine Le Point, les deux hommes atteignent des sommets d'avis positifs. 61% des Français, plus 6, approuvent l'action du chef de l'État. 60, plus 12, portent ce même jugement à propos de Lionel Jospin. L'unité d'action dans la crise irakienne et à propos de la situation en Corse y sont sans doute pour quelque chose. Le mois de mars sera marqué par les élections régionales, donc, puis cantonales. La candidate la plus célèbre de France est sans contestation Bernadette Chirac, qui se présente en Corrèze. La femme du président n'est pas une novice en politique, elle en est à son 4e mandat. Et si elle est réélue, elle sera la première femme d'un chef d'État en exercice à exercer une fonction politique. Véronique Saint-Olive, Jacques Grégor. Biti, un lieu-dit en plein cœur de la Corrèze. Sauf un gendarme, rien ne permet de deviner la propriété de Jacques et Bernadette Chirac. La première dame de France y est installée toute seule depuis 2 mois pour faire campagne. Depuis 20 ans, Bernadette Chirac revendique son autonomie pour s'occuper du quotidien et des problèmes concrets des Corréziens. Même si aujourd'hui elle n'est pas une candidate comme les autres, son installation à l'Élysée semble n'avoir rien changé pour les habitants du canton. Ce qu'il y a le Conseil général, c'est pas spécialement pour la politique, c'est pour rendre service, c'est pour étudier les problèmes des gens, essayer de les résoudre avec eux, parce que quand il manque à la rendre service à beaucoup de gens. Sa méthode, aller partout, s'intéresser à tout, et dans les maisons au toit de l'Auze, rien ne lui échappe. Il n'y avait pas une clématite ici. Dans ce coin, non, pourquoi elle a souffert. Elle est morte, la clématite. Oh, elle était d'une beauté. En face, Pierre Van, professeur à la retraite et candidat socialiste. Ce duel avec Bernadette Chirac ne l'impressionne pas du tout, lui aussi fait du porte-à-porte. Il habite ici et il revendique sa disponibilité comme un atout par rapport à sa concurrente et à son célèbre mari. J'aime bien semer. Et puis ensuite, quand on sème, il y a toujours des récoltes, de toute façon, vous voyez, de toute façon, voyez. Et je pense effectivement, il y a 2 personnes qui ont une importance, si vous voulez, mais bon, si elles sont pas là, les choses changent. Alors Bernadette met les bouchées doubles, histoire de prouver que son adversaire n'a pas le monopole de la proximité. Je suis tout de même tout le temps sur le terrain, pas seulement pendant la campagne électorale. C'est un bonheur de remettre ses pieds dans la terre et aussi c'est à cela que ça sert, de prendre la mesure des difficultés de chacune et de chacun. Et est-ce que Jacques Chirac vous donne quand même quelques conseils de campagne? Non, il me téléphone pour prendre des nouvelles. Il aime bien savoir un peu comment ça se passe, ce que la population me dit, s'il y a du monde dans les réunions publiques. Si dans le canton de Corrèze, les clivages politiques semblent loin, nul doute que les résultats seront pourtant examinés à la loupe. La femme du président de la République rêve d'être élue au premier tour. Ce serait son dernier mandat. Bernadette Chirac s'y est engagée. 2 ans d'inéligibilité pour le président du Conseil général du Haut-Rhin, l'UDF, Jean-Jacques Weber, condamné en plus à 2 peines d'1 an et 8 mois de prison avec sursis pour notamment abus de confiance et subornation de témoins. Il a fait appel. Le nouveau code de la nationalité a été définitivement adopté cet après-midi par les députés. Il permet notamment l'obtention automatique de la nationalité française dès l'âge de 18 ans pour les jeunes nés en France, de parents étrangers et justifiant d'au moins 5 ans de résidence. L'opposition a voté contre, seuls les socialistes ont voté pour, communistes et écologistes se sont abstenus. L'actualité internationale, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Bertrand Fourque, envoyé spécial du président Jacques Chirac à Bagdad. Il a commencé par rencontrer là-bas le vice-président irakien Tarek Aziz pour bien signifier que l'Irak devait se conformer strictement et rapidement aux accords de désarmement signés avec les Nations Unies.
La plus grande démocratie du monde, l'Inde, près de 400 millions d'électeurs à voter. Le dépouillement est presque terminé. La droite nationaliste l'emporte devant le parti du Congrès, et cela malgré les efforts de la veuve de Rajiv Gandhi, qui n'a pas réussi à faire remonter la pente à son parti. La victoire des nationalistes est un sujet d'inquiétude dans un pays toujours en proie à la violence religieuse. Dorothée Lyrique. Les partisans nationalistes fêtent la victoire du parti du peuple indien. Après 2 mois de campagne et 3 semaines d'élections, le parti nationaliste hindou a remporté ses législatives, même s'il n'a pas la majorité absolue. Très rapidement, le président de la République devrait appeler le candidat du parti du peuple indien, Atal Bihari Vajpayee, à former un gouvernement. Pour Sonia Gandhi, veuve de Rajiv Gandhi, c'est la défaite. Elle a su conquérir les cœurs, mais n'a pas réussi à ranimer la flamme de la dynastie Nehru-Gandhi. Le parti du peuple indien a su faire évoluer son image de parti de droite nationaliste, longtemps accusé de fanatisme et de sectarisme anti-musulman. Au cours de la campagne, les leaders du mouvement ont même multiplié les gestes à l'égard des 120 millions de musulmans, pour faire oublier les tragiques événements de 92, quand des milliers de fanatiques hindous avaient détruit une mosquée dans le nord du pays. Aujourd'hui, le slogan du parti du peuple indien, c'est « Une nation, un peuple, une culture ». Une révolution dans un pays où le principe de la laïcité a toujours été roi. Pour demain, le parti nationaliste rêve de grandeur économique et d'une Inde forte dotée d'armes nucléaires, avec une place dans le monde conforme à la taille d'un pays de 970 millions d'habitants, près d'un 1/5 de l'humanité. C'est le scandale en Italie. La commission indépendante de censure du cinéma a décidé d'interdire un film. Cela n'était pas arrivé depuis 1975. Pourquoi ? Eh bien, ce film est considéré comme blasphématoire à l'égard de la religion catholique, et c'est vrai, mais de là à le censurer, c'est tout l'objet du scandale. Rome, Alain Chalfron. Les Italiens ne verront sans doute jamais ce film, Toto qui vécut 2 fois, de Daniele Cipri et Franco Maresco. Derrière ce titre qui fait penser à une farce italienne des années 50, se cache en fait une œuvre ambitieuse, esthétique, applaudie au Festival de Berlin, mais délicate sur le fond. Tourné près de Palerme l'an dernier, dans une ambiance plutôt joyeuse, en dialecte sicilien, ce film mélange le monde mafieux, les personnages les plus sacrés du christianisme et la réalité sociale d'aujourd'hui en Sicile. Ainsi, Dieu est-il présenté en patron, qui envoie proprement balader des demandeurs d'emploi. « Fichez-moi la paix », leur dit-il, de même qu'il avait refusé une pièce à ce bossu. L'auteur de ce meurtre mafieux classique, c'est Lazare. Saint Lazare, bien sûr. Quant à l'ange, il est naturellement homosexuel, lascif, hédoniste et obsédé. La dernière scène, elle, se déroule sans Jésus, entre apôtres bafreurs. Trop, c'est trop, blasphème, a jugé la commission de censure, qui a donc pris la mesure radicale d'interdire purement et simplement le film. Il décrit les aspects les plus désolants, les plus bas de l'humanité, au niveau des animaux. Tollé dans les médias, la presse, la télévision. Aucun film n'avait été interdit en Italie depuis 1975. C'était alors Salo de Pasolini. Retourne-t-on au temps des sorcières et des bûchers de l'Église toute-puissante? C'est grave, très grave, pour nous et pour tous. Cela conduit à une crétinisation de l'intelligence. L'opinion, elle, est partagée. Si c'est un film blasphématoire, oui, je suis d'accord pour qu'il soit interdit. S'il y a liberté, il y a liberté, je ne comprends pas la censure. C'est au public de juger, pas la censure. Les auteurs du film, ici lors du tournage, ont fait savoir qu'ils feraient appel. Ils ont déjà, en tout cas, gagné une belle notoriété pour leur film. S'il est un reportage à ne pas manquer, c'est bien celui qui va suivre. Au cœur de l'Afrique, le Burkina Faso organise chaque année un tour cycliste. On est bien loin des fastes du Tour de France, mais dans ce petit pays chauffé par un soleil de plomb, des concurrents venus de tout le continent africain et même d'Europe ne voudraient pour rien au monde manquer une épreuve tellement sympathique. Éric Meunier, Philippe Montoisy. Au thermomètre, 40 degrés à l'ombre. Mais ici, il n'y a pas d'ombre. La course va durer 12 jours. À l'arrivée, pour les meilleurs, quelques centaines de francs tout au plus. Même pas de quoi changer ces vélos antédiluviens. Mais au Burkina Faso, c'est par passion qu'on pédale.
Et tous les enfants du pays ne rêvent que d'une chose ici, de cette grande boucle africaine qui traverse une fois par an pendant quelques secondes le village. Chaque année désormais, Togolais, Béninois ou Ivoiriens viennent relever le défi, battre les Burkinabés sur leur terrain. Cette année n'est pas celle du Niger, mystérieusement touchée par une épidémie de crevaison. C'est la première fois de la journée qui crève? Non, la 5e fois. La 5e fois. La 5e fois qu'il crève. Et c'est de la malchance ou quoi? C'est de la malchance et puis il n'est pas intelligent. C'est un manque de tact de sa part. Il est un peu dingue celui-là. C'est un illettré. Il a toujours dit de ne pas circuler sur la liste. J'ai dit ça. Mais il s'entête. La 5e fois à lui seul. Là c'est la mort ça. À se demander ce qu'on fait dans cette galère, quand on est belge et honnête amateur. Les Belges, ils sont là pourtant à chaque fois. Exotisme, aventure, quand on y a touché, on ne peut plus s'en passer. Alors bien sûr, il y a la souffrance, mais juste après, ce contact avec les passionnés, ce peuple burkinabé dont on ne dira jamais assez le sens de l'accueil. Vous étiez déjà là l'année passée? Oui. Et j'étais le dernier, moi. Le dernier belge? Oui, non, le dernier de tout. Oui, dans une étape, j'ai perdu 26 minutes. Dans une chute, et j'étais tout seul pour 55 km, et j'étais malade, j'ai perdu 7 kilos dans cette étape-là. Ni poisson, ni nourriture, et 55 km tout seul, c'était loin. Et ça vous a pas découragé? Non, j'étais venu pour voir la fête à Ouagadougou, et j'ai la vue. 12 étapes, 12 liesses populaires. Et côté sponsor, du préservatif au bouillon cube, une caravane qui n'a pas grand-chose à envier au Tour de France. Pour les coureurs, en revanche, un autre univers. Les rares hôtels ont été pris d'assaut par les organisateurs. Restent les salles de classe pour dormir et manger. Après le Tour, ils retourneront dans leurs usines ou dans leurs garages à réparer des voitures et des vélos pour 500 francs par mois. C'est comme ça, personne ne se plaint, et puis au moins, on n'a pas les problèmes des autres. En Afrique, dans le cyclisme, je dis, il n'y a pas de dopage, hein, parce que le dopage, même un cycliste africain ne peut pas le payer. Donc la question ne se pose même pas. Sur les routes du Burkina Faso chaque année, il y a du soleil et des sourires. Celui du vainqueur burkinabé, Ernest Zongo, celui de tous les autres, qui se disent que ce tour on peut l'améliorer, mais qu'il ne faut surtout pas le changer. Vous verrez ce reportage dans son intégralité bientôt dans notre magazine Envoyé spécial. Au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et pour une tournée en France avec l'orchestre de Varsovie, le violoniste et chef d'orchestre Yehudi Menuhin qui a 81 ans a conservé, vous allez le voir, une fougue et une passion intacte qu'il transmet à ses musiciens et aux spectateurs. Olivier Lenuzza, Alain Locaccio. En 1929, Einstein assiste à un concert du petit Yehudi Menuhin et s'exclame « Je sais maintenant qu'il y a un Dieu dans les cieux ». Il dirige l'orchestre comme s'il jouait toujours du violon. Lord Menuhin, prodige à l'âge de 7 ans, conserve le même regard, la même flamme, la même passion à 81 ans. Vous me trouvez à un des plus beaux moments de ma vie. Ce sont les moments qui anticipent le concert. L'orchestre symphonique de Varsovie, dirigé par un petit homme, un génie qui peint la musique avec sa baguette. L'essentiel jaillit de la musique même.
ça devient partie de son corps, ça devient partie de son expérience, on la vit. On vit cette œuvre pendant les minutes que ça dure, on ne vit pas sa propre vie, on vit la vie de l'œuvre. Avant de nous quitter, le rappel du principal titre de l'actualité de ce mercredi. Plus de 50 milliards de francs pour la lutte contre l'exclusion. Martine Aubry a présenté son plan, prenant la réinsertion plutôt que l'assistance. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, avec demain un temps agité et plus frais. 20h50, un film de télévision, Elle a l'âge de ma fille, dans la série des Mercredis de la vie. Demain, 7h50, Françoise Laborde recevra dans les 4 vérités François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.